Soto ou Tabraza, Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. Si Koyo Kanatikeli Iyo Papa. Chers téléspectateurs, vous suivez votre émission préférée, Back Holo States, en direct de Washington DC, la capitale du monde. Nous diffusons chaque samedi à 21h sur CNTV, mercredi et jeudi en rediffusion. Surtout, n'oubliez pas de consulter notre site internet www.backholostate.com où se trouve l'intégralité de nos émissions. Contactez-nous pour nous donner vos réactions, suggestions et recommandations. Voilà, chers téléspectateurs de l'émission Back Holo State, bonjour, bonsoir chez vous. Je sais que vous êtes toujours là, très nombreux, devant vos écrans pour suivre cette émission avec Gary Iwele depuis les États-Unis d'Amérique. Nous sommes heureux aujourd'hui puisque nous recevons son Excellence Monsieur Raymond Tshibanda, qui est donc le ministre des Affaires étrangères en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, ici à New York, il y a eu ce sommet de la 69e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies qui a réuni les chefs d'État, les chefs de gouvernement, mais aussi les ministres et autres organisations qui sont venus pour discuter des problèmes du monde. Il y a eu des rencontres bilatérales, mais nous allons discuter tout cela avec son Excellence, Monsieur le Ministre. Bonjour, soyez le bienvenu dans notre émission. Bonjour, Monsieur Iwele. Pour commencer, l'actualité oblige. Quelle est votre réaction à chaud par rapport au discours du chef de l'État prononcé sur la tribune des Nations Unies? Bon, moi, je dirais que vous êtes journaliste, vous étiez là, vous avez suivi le discours du chef de l'État, vous avez vu vous-même la réaction de la salle, vous avez vu le nombre de gens qui ont quitté la salle pour venir saluer et féliciter le chef de l'État au terme de son discours. Je pense que cela dit beaucoup. Je dirais que le chef d'État a fait un grand discours où il a évoqué aussi bien les grandes questions qui préoccupent le monde d'aujourd'hui, la question du terrorisme, la question des guerres qui prolifèrent à différents endroits de la planète et bien entendu l'épidémie d'Ebola qui est en train d'endeuiller l'Afrique de l'Ouest, mais aussi notre propre pays. Et par rapport à ces différentes questions, il a donné le point de vue de la République démocratique du Congo. Aucune complaisance vis-à-vis du terrorisme. Nous ne pensons pas qu'au XXe siècle, cela devrait être toléré. Mobilisation générale contre Ebola et bien entendu le recours à tout l'arsenal juridique que les Nations Unies ont mis en place depuis bientôt 70 ans pour prévenir et gérer les conflits, de manière à gérer les situations de guerre que nous constatons aussi bien au Moyen-Orient, en Afrique, qu'ailleurs dans le monde. Je m'en réjouis d'autant plus que cette 69e session ordinaire de l'Assemblée générale de notre organisation se tient dans une conjoncture internationale particulièrement délicate, marquée par trois phénomènes qui, si nous nous prenons garde, vont retarder à coup sûr la réalisation de l'objectif ainsi fixé. Je veux citer le terrorisme, la résurgence en Afrique de la maladie à virus Ebola et les nombreuses atteintes à la paix en divers endroits de la planète. Bien entendu, le chef de l'État en a profité pour parler de la situation en République démocratique du Congo. Et je pense que pour une fois depuis très longtemps, la République démocratique du Congo n'est pas venue à cette rencontre comme un sujet à débattre par les chefs d'État et chefs de gouvernement qui étaient présents, mais plutôt comme un État normal
qui a retrouvé sa normalité et qui plutôt vient avec les autres réfléchir sur ce qui se passe dans le monde. Le chef de l'État a fait le point sur où nous en sommes aujourd'hui dans notre pays, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, et il a indiqué les perspectives qui se dessinent devant nous, aussi bien en ce qui concerne l'organisation prochaine des élections que la mise en œuvre de la révolution de la modernité. Sur le plan politique, la consolidation de la démocratie et le renforcement de la cohésion nationale demeurent nos objectifs prioritaires. À ce propos, je réaffirme la tenue prochaine des élections conformément au calendrier arrêté par l'institution nationale compétente, à savoir la Commission électorale nationale indépendante. Tout à fait. Alors, comme vous avez évoqué à chaud le problème des élections, le président a réitéré la volonté du gouvernement de respecter le calendrier électoral qui est mis sur pied par la CNI. Mais du côté constitution, puisque c'est ça qui est dans toutes les bouches, le président était muet à ce sujet. Que pensez-vous de cela? Bon, mais qu'est-ce qu'il y a à penser de cela? Il y a des questions qui sont des questions d'ordre national dont on discute avec les Congolais. Il y a des questions qui ont une implication internationale. La position du gouvernement, la position du chef d'État est connue. Nous ne discutons pas des questions qui ne sont pas à l'ordre du jour. Et il ne faut pas s'attendre à ce que le chef de l'État se mette à réagir ou à polémiquer avec quiconque au sein de la nation congolaise. Et je pense que s'agissant de la Constitution, il y a un projet de révision de la Constitution qui a été soumis au Parlement par le gouvernement et qui normalement devrait être discuté au cours de cette session parlementaire. Et nous sommes prêts à discuter de ce projet de révision avec qui veut, parce que c'est quelque chose de concret qui est là. Mais pour tout ce qui concerne les autres spéculations, nous pensons qu'il ne nous appartient pas de nous engager dans ce type de débat. Et je pense que le porte-parole du gouvernement a été assez clair, assez explicite là-dessus. Donc, le chef de l'État n'a pas estimé nécessaire d'aborder cette question. Par contre, la question des élections, il l'a évoqué parce que ça fait partie de l'agenda officiel du gouvernement, parce que ça fait partie des engagements que nous avons souscrits au terme de l'accord 4. Et il a réaffirmé la position de principe. Les élections seront organisées et elles le seront conformément au calendrier arrêté par la seule autorité compétente au terme de notre Constitution, qui est la Commission nationale électorale indépendante. Tout à fait. Alors, Monsieur le ministre, peut-être on aura le temps de revenir encore sur ce sujet plus tard, puisqu'on va essayer d'aborder aussi les questions nationales, comme vous l'avez dit. Ça, c'était une réaction à chaud par rapport au discours du chef de l'État. Mais vous êtes ici à New York, il y a eu une rencontre très, très importante ce lundi concernant l'accord cadre de Addis Abeba. Pourriez-vous un peu nous dire qu'est-ce qui a été discuté lors de cette rencontre? Bon, disons que l'accord cadre n'a pas prévu que les obligations des parties signataires. Il a aussi prévu des mécanismes de suivi. Il y en a deux. Il y a un mécanisme national de suivi pour les engagements nationaux souscrits par la République démocratique du Congo. Il y a un mécanisme régional pour le mécanisme régional de suivi pour les engagements régionaux qui concernent tous les États de la région. Et l'accord cadre prévoit que le mécanisme régional se réunirait 2 fois par an. Une première fois en marge du sommet de l'Union africaine au mois de janvier à Addis Abeba, et une deuxième fois en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies
en septembre à New York. Pourquoi Addis Abeba? Pourquoi New York? Parce que les deux principaux garants de l'accord sont d'une part l'Union africaine et d'autre part l'Organisation des Nations Unies. Le mécanisme régional comprend les chefs d'État et de gouvernement des États signataires, plus les chefs des 4 institutions garantes qui sont les Nations Unies à travers le secrétaire général des Nations Unies, la Commission de l'Union africaine à travers la présidente de la Commission de l'Union africaine, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, à travers le président en exercice, et la SADC à travers aussi son président en exercice. Alors, la réunion qui s'est tenue ici est une réunion régulière, qui est prévue par les textes. C'est la 4e du genre. La seule particularité, c'est que pour cette réunion-ci, le chef de l'État la fois dernière avait demandé et obtenu qu'une évaluation de ce qui a été fait jusque-là soit faite et que les résultats soient présentés à la réunion du mécanisme régional afin que tout le monde soit fixé sur le degré de mise en œuvre des engagements des uns et des autres. Ce travail a été fait, a été présenté et c'est, je crois, la particularité de cette réunion et cela est reflété dans le communiqué qui a été rendu public à la fin de cette réunion. Alors, si on peut en profiter pour parler un peu de cette mise en application, puisqu'il y a un certain nombre de points qui, comme vous l'avez défini ici, qui ont concerné le gouvernement de la République. Est-ce qu'on peut savoir en grosso modo parmi les 6 points qui ont été retenus comme engagement du gouvernement de la République, où est-ce qu'on en est avec sa mise en application? Bon, vous avez le communiqué et je crois qu'il est relativement explicite là-dessus. Et le secrétaire général l'a été encore davantage dans son mot d'introduction au début des travaux. Et il l'a répété lors de l'entretien qu'il a eu avec le chef de l'État et ses services de presse n'ont pas fait mystère de ce qu'il a dit. Alors, il se dégage, je dirais, s'agissant du comportement de la République démocratique du Congo, il se dégage une satisfaction générale. L'avis général est que la République démocratique du Congo s'acquitte honorablement des engagements qu'elle a souscrits au terme de l'accord 4. Maintenant, il faut faire la part des choses. Parmi ces engagements, il y a des engagements qui devaient être réalisés dans un délai relativement bref. Et nous sommes à jour vis-à-vis de ces engagements. C'est notamment tout ce qui concerne les pourparlers de Kampala et le règlement de la question du M23. C'est notamment ce qui concerne la neutralisation des forces négatives. Ouais. Bon, il y a d'autres engagements qui s'inscrivent dans la durée de par leur nature, parce que la République démocratique du Congo avait réaffirmé devant la communauté internationale qu'elle entendait poursuivre les réformes structurelles et institutionnelles qu'elle a engagées dans le pays depuis bientôt 10 ans, parce que nous sommes convaincus que ces réformes sont dans l'intérêt de notre pays, parce que nous sommes convaincus que ces réformes améliorent notre compétitivité internationale en ce qui concerne notre économie, permettent d'améliorer les conditions de vie de nos populations, consolident la cohésion nationale et consolident l'État congolais. Mais ce type de réformes prennent du temps. Mais ce qui est constaté, c'est que pratiquement tous les chantiers prévus dans ce cahier des charges sont engagés, sont en cours. Et donc, globalement, on a estimé que les choses se déroulent plutôt bien sur tel ou tel autre point. Il y a peut-être lieu de voir comment accélérer le processus, mais il n'y a pas un domaine dans lequel la République est prise en défaut sur le plan de la volonté politique ou en termes d'inaction totale. Maintenant, s'agissant des engagements régionaux, je pense que, pour le moins, nous devons pouvoir le dire, nous sommes irréprochables. Nous sommes irréprochables. Quand on voit la liste des engagements régionaux, on ne nous a pas fait, nous, République démocratique du Congo, grief jusque-là, d'avoir violé aucun principe de bon voisinage. Les situations que nous essayons de gérer concernant les forces négatives d'origine étrangère ne sont pas des situations que nous avons créées. Bien au contraire, nous sommes impliqués à essayer de les régler.
Mais personne n'a jamais dit que la République démocratique du Congo avait organisé un groupe armé sur son sol pour attaquer ou déstabiliser un pays voisin. Donc, notre comportement est resté le même. Il est irréprochable par rapport aux engagements régionaux. Bon, il y a certainement encore beaucoup à faire et beaucoup à dire concernant la manière dont certains États de la région s'acquittent de leurs obligations régionales au terme de cet accord. Cela aussi a été acté et reflété dans le rapport qui a été présenté lors de la réunion des chefs d'État. Nous avons eu l'occasion, Monsieur le ministre, de parler avec la mission rwandaise ici à New York. La plus grande reproche qu'on fait par rapport à cette mise en application des accords, c'est effectivement ce point que vous avez épinglé tout à l'heure, la neutralisation de forces négatives. On semble avoir vu des efforts du gouvernement, ensemble avec la communauté internationale, à neutraliser les M23. Mais il reproche au gouvernement de traîner le pas quand il s'agit de FDLR. Quelle est votre réaction là-dessus? Non, mais vous savez, la position des autorités rwandaises sur cette question est connue. Les autorités rwandaises auraient souhaité que nous engagions immédiatement des opérations militaires contre les FDLR. Leur position est connue. Mais nous ne travaillons pas sur la base de la position des autorités rwandaises. Nous travaillons sur la base des engagements souscrits, sur la base des décisions qui sont prises par les instances régionales, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, dont le Rwanda est membre, sur la base des décisions qui sont prises par la SADC, qui appuie la CIRGL dans ses opérations. Nous travaillons sur la base des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, et tout est encadré par le droit international humanitaire et par le droit de la guerre. Alors, nous avons dit que la République démocratique du Congo ne cédera à aucune pression qui voudrait lui faire commettre des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Quel est le problème? Le problème, c'est que nous, face à des questions aussi sérieuses, nous devons avoir l'honnêteté de mettre tous les éléments sur la table. Quand ils disent que nous avons démontré vis-à-vis du M23 et de ADF NALU beaucoup plus d'enthousiasme et d'engagement pour une action militaire, ils ne disent qu'une partie de la vérité. Parce qu'ils ne disent pas qu'avant de déclencher les opérations militaires contre le M23, nous avons fait presque 1 an de discussion à Kampala. Et c'est là, au vu et au su de tout le monde. Il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant. N'est-ce pas? Tout à fait. Dans le cas d'ADF NALU, on leur a donné un ultimatum. Et l'Ouganda a dit qu'ils étaient disposés à les recevoir, ils déposaient les armes pour entrer. Ils n'ont pas voulu. Ils ont opté pour l'option militaire. C'est pour cela qu'on a dû engager des opérations militaires contre eux. Nous n'avons pas engagé des opérations militaires sans avoir respecté ces différentes étapes. S'agissant des FDLR, les FDLR ont vu ce qui est arrivé au M23. Les FDLR ont vu ce qui est en train d'arriver à la DEFNALU. Les FDLR ont dit eux-mêmes, non, écoutez, nous ne voulons pas nous retrouver en situation de conflit militaire. Nous préférons déposer les armes volontairement. Ils ne nous l'ont pas dit à nous, ils ont écrit au chef d'État de la région, de manière formelle, pour dire, écoutez, nous savons qu'on ne veut plus de tous ces groupes dans la région, nous décidons de mettre fin à notre existence comme mouvement politico-militaire, nous voulons déposer les armes de manière volontaire, et voici notre calendrier. Et ils ont dit, nous commencerons à telle date, et ceci et cela. Les autorités de la région, les chefs d'État de la région, ont pris note de cela.
Et alors, qu'on me dise, dans quel pays moderne on ouvre le feu sur des personnes, fût-elles combattantes, qui sont en train d'agiter le drapeau blanc, sur des gens qui ont déposé les armes. Ça ne s'appelle pas autrement, c'est un crime de guerre. Nous avons donc estimé qu'il fallait les prendre au mot, qu'il fallait donner une chance à ce désarmement volontaire, mais en disant très clairement, et c'est pour cela que, à la limite, il ne devrait même pas y avoir de débat, en disant très clairement que la décision de mettre définitivement fin à l'existence des forces négatives et de groupes armés dans la région des Grands Lacs ne pouvait souffrir d'exception. Et que donc, faute d'aller jusqu'au bout de cette promesse de désarmement volontaire, les FDLR devaient savoir qu'il n'y aurait pas d'autre option que de mener contre elles des opérations militaires. Alors, nous ne voyons pas et nous ne comprenons pas pourquoi il y a cette pression, à la limite cette agitation, pour que, sans attendre, sans respecter aucune norme, on déclenche des opérations militaires. Alors, au niveau de la région, et aujourd'hui des deux régions, aussi bien la région des Grands Lacs que l'Afrique australe, il a été décidé que les FDLR ont 6 mois à partir du 2 juillet 2014, c'est-à-dire jusqu'au 2 janvier 2015, pour procéder à leur désarmement volontaire. Et nous sommes encore dans cette période-là. Mais qu'on permette que ce processus se déroule, nous sommes tous de bonne foi. Nous avons le même objectif qui est de débarrasser notre région de toutes ces forces qui ne répondent à aucune autorité étatique, qui ont causé beaucoup de souffrance, particulièrement sur le sol congolais, et que donc nous n'avons aucun intérêt à protéger, qu'on permette ce projet d'aller jusqu'au bout. Et puis on verra. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, le Rwanda est en train, je dirais, pour des raisons de principe, de réaffirmer sa position de départ. Mais nous étions, il n'y a pas longtemps, à la mi-août, nous étions à Rwanda, autour du président Dos Santos, et la République du Rwanda a été représentée, quand cette position a été réaffirmée et réavalisée. Donc, quand nous nous retrouvons et que des décisions sont prises, je pense qu'on devrait, de bonne foi, laisser cette décision s'appliquer, et le moment de l'évaluation viendra, et surtout, je dirais, le moment de passer éventuellement à une action militaire viendra, comme je dis, éventuellement, si, bien entendu, le désarmement volontaire ne se produit pas. C'est clair, et cela a été réaffirmé encore par la dernière réunion de la double troïka de la SADC récemment. Les opérations militaires seront inévitables. Tout à fait. Alors, monsieur le ministre, pour clore un peu ce dossier, puisque c'est quand même un problème très, très, très important, la SADC s'est réunie, le CIRGL s'est réuni, tous les autres ministres concernés par ces dossiers sont présents. Le Rwanda manifeste son absence hier à cette rencontre. Il faut l'avouer que les FDL ne sont pas arrivés au Congo par la volonté du Congo. Il y a la communauté internationale, et ici on ne met pas en accusation la France, qui a déclenché l'opération turquoise, qui a fait aussi que ces FDL traversent le Congo. Alors aujourd'hui, c'est le comportement du Rwanda qui s'est fait sentir, et puis la communauté internationale parle de même problème. L'Afrique s'est réunie, le Rwanda n'est pas là. Qu'est-ce que le gouvernement congolais doit faire pour mettre terme avec ces problèmes de militants de FDLR? But I also want to remind all of us the reason why we are here. That we are here as stakeholders for us to be able to commit once more to the responsibility which we have to discharge
Uganda is here. Oh, thank you. And Namibia is here. Well, so Uganda is here now. The one country which is not here as yet, which is a key stakeholder, is but I also want to remind all of us that the reason why we are here, it is really to remind one another about what it is that we need, each one has to do in order for us to conduct a proper review on the 2nd of October. Is that the media? Is that the media? Are you from media houses? Are you journalists? I'm sorry, journalists were not invited to the meeting. Non, mais écoutez, vous savez, chaque pays, chaque gouvernement est comptable des options qu'il lève, de son comportement et de sa manière de vivre le droit international. Je pense que la première chose importante, c'est que hier, il a été démontré que la République démocratique du Congo est constante, qu'elle a une parole et qu'elle est sérieusement engagée dans ce processus. Maintenant, ceux qui observent tireront leurs propres conclusions quant à l'attitude, au comportement des autres parties prenantes dans ce processus. Cela dit, je ne pense pas qu'il revient à la République démocratique du Congo de dire ce que le Rwanda devrait faire ou pas faire. La République démocratique du Congo a plutôt l'obligation de veiller à ce que ses intérêts soient sauvegardés dans ce processus. Que les populations congolaises ne continuent pas à payer indûment pour une situation qu'elles n'ont pas créée. Vous l'avez rappelé très bien tout à l'heure, ces gens ne sont pas dans notre pays à l'invitation de la République démocratique du Congo. Et je peux le dire avec d'autant plus de force que quand ils ont traversé la frontière en 1994, j'étais au gouvernement et que je connais la position officielle du gouvernement de la République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre, à ce moment-là. Vous avez fait allusion à la France, mais je voudrais dire que la première autorité qui a atterri au Congo pour demander aux autorités congolaises, au nom du droit international humanitaire, de ne pas repousser ces populations, de les accueillir, c'était Madame Emma Bonino. Elle était à ce moment-là commissaire européen à l'action humanitaire. Et elle parlait au nom de l'ensemble de l'Europe. Donc, voilà une situation qui a pris naissance dans ces conditions pour un conflit interne au Rwanda que nous avons subi parce que, au nom du droit international humanitaire, à la demande expresse de la communauté internationale, et pour laquelle nous avons payé un tribut extrêmement lourd depuis presque 20 ans aujourd'hui. Nous estimons que trop c'est trop et que cela doit cesser. C'est pour cela que la position du gouvernement de la République démocratique du Congo sur cette question est non équivoque. Il n'est pas question que les FDLR continuent à rester en République démocratique du Congo. Ce sont des êtres humains, ce sont nos voisins. Leur place, c'est dans leur pays. Nous devons organiser leur retour, leur départ, en respectant les canons en la matière, parce que dans le monde d'aujourd'hui, même les criminels ont des droits, même les criminels ont une dignité humaine qu'il faut préserver, même les criminels ont droit à la sécurité. Et c'est dans cet esprit que nous sommes en train de travailler.
Nous devons arriver à faire en sorte que ce phénomène soit vidé. Comme nous l'avons dit, soit les FDLR font ce qu'ils ont promis, ils déposent volontairement les armes et on organise leur rapatriement au Rwanda. Et pour ceux qui ne peuvent pas y aller pour plusieurs raisons, leur relocalisation dans des pays tiers, et nous avons obtenu de la communauté internationale qu'elle accepte de considérer positivement cet aspect de la chose, ou bien ils ne déposent pas les armes, on va les y contraindre par la force. Mais il n'est pas question que, au-delà d'un délai raisonnable, ils continuent à rester sur le territoire congolais, parce que tant qu'ils seront sur le territoire congolais, ils vont continuer à être le prétexte qu'utilise le Rwanda. Tout à fait. Pour continuer à déstabiliser le Congo, l'Est de la République démocratique du Congo. Mais nous sommes de la diaspora, on ne pouvait pas vous laisser partir, puisque vous gérez aussi cette diaspora que nous sommes. Il est reproché aux officiels congolais, vous y compris, quand vous arrivez ici aux États-Unis, vous ne cherchez pas à rencontrer cette diaspora qui est partie prenante de l'économie congolaise, qui est partie prenante de la population congolaise. Et souvent, quand les officiels arrivent ici, ils ne cherchent pas à rencontrer cette diaspora. Ça, c'est de un. De deux, c'est nous sommes, depuis les élections passées, prohibés de voter. Vous, en tant que ministère qui nous gérait, qui gérait cette diaspora, on entend parler de la révision constitutionnelle, mais peu de voix s'élèvent pour arriver à changer ces choses, pour permettre à cette diaspora de participer activement à ces droits qui est le droit le plus élémentaire d'un citoyen congolais. Moi qui vis à Washington, notre ambassade, le bâtiment de l'ambassade, le bâtiment de la résidence même de l'ambassadeur, c'est laissé à ses comptes. L'ambassade du Congo est relocalisée dans un appartement. Et tout cela, comment arrivez-vous à gérer cela? Puisque vous êtes quand même la voix autorisée, nous voulons avoir une réaction de votre part. Bien, merci bien. Vous savez, en tant que ministre des Affaires étrangères, j'ai plusieurs dossiers sur ma table. Ils sont certes tous importants, mais par-delà le fait que, quoi qu'important en termes absolus, en termes relatifs, il y en a qui sont un peu plus importants que d'autres, il y a la question de l'urgence de chacun de ces dossiers. Quand j'ai été nommé ministre des Affaires étrangères, c'était très peu de temps avant que la guerre ne recommence dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et je pense que tout le monde comprendra que la priorité consistait à travailler sous les orientations du chef de l'État pour créer les conditions de la fin de cette guerre. Cela nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais je pense que nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître que la République démocratique du Congo aujourd'hui se trouve dans une situation complètement différente de celle dans laquelle nous étions il y a 3 ans, il y a 5 ans, s'agissant de ce problème des agressions répétées contre notre pays sur son flanc Est. On se souviendra que nous n'avions pratiquement pas droit à la parole dans les enceintes internationales. On n'entendait que le discours et le point de vue de nos agresseurs. La situation a changé du tout au tout. Ça ne s'est pas fait tout seul, ça ne s'est pas fait comme par un coup de baguette magique. C'est le résultat d'un travail qui nous a accaparé presque à 100%. Et aussi le travail aussi de cette diaspora que nous sommes aussi. Deuxièmement, la question de la diaspora. Alors vous savez,
dans ma carrière publique, qui commence à devenir relativement longue, parce que ça fait quand même au moins 3 décennies que je suis impliqué dans la vie publique dans notre pays. Je pense avoir démontré que je suis foncièrement un homme de dialogue. Ce n'est donc pas une des parties aussi importantes de notre tissu social comme la diaspora que je serais porté à négliger. Le chef de l'État a créé il y a déjà, depuis pratiquement 2006, les sous-ministères consacrés à la diaspora. Consacrés à la diaspora. Ça n'a pas marché. C'est dire que la préoccupation, ça a toujours été une de ses préoccupations principales. Et depuis, il existe au niveau du ministère une structure, quelle que soit la forme, l'appellation que ça prend, qui s'occupe de la diaspora. Vous dites qu'il n'y a pas de contact. Je suis malheureusement tenu de dire que je ne partage pas votre point de vue. Je peux citer plusieurs réunions qui se sont tenues, plusieurs activités qui ont été organisées en Europe, comme ici, entre les représentants de l'État congolais, entre les représentants du gouvernement congolais et de membres de la diaspora. Mais aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Nous ne sommes pas dans un régime de conscription. La main peut être tendue, encore faut-il qu'en face, on veuille la prendre. Mais vous avez cité Washington. Je me souviens que lors du dernier séjour à Washington, il y a eu un soir des retrouvailles où j'ai vu des membres de la diaspora congolaise, des gens qui sont dans les affaires, qui sont à l'université ici. C'est-à-dire que des contacts, il y en a. Peut-être pas autant que chacun souhaiterait, mais ils existent aux deux parties de trouver comment les intensifier et les rendre plus efficaces. Mais la vérité, c'est qu'il y a une partie de notre diaspora qui a opté pour, je dirais, la politique de la terre brûlée, qui ne veut ni de contact, encore moins de dialogue, d'échange, qui a opté comme stratégie la violence. Dans cette ville de New York, alors que j'étais là pour défendre les intérêts de la République démocratique du Congo, et je mets quiconque au défi de démontrer le contraire. C'est trop facile d'être en train, à l'aide d'une caméra, de penser que vous allez refaire le monde. Je dis que nous savons tous où nous en étions il y a quelques années, et j'ai dit, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, pendant que j'étais là, il s'est trouvé des gens pour tenter de m'agresser. Alors, vous pensez que ça crée les conditions pour un dialogue? Mais cela ne nous décourage pas, parce que nous considérons qu'en tant que gouvernement, nous avons la responsabilité de faire en sorte que toutes les filles et tous les fils du Congo se sentent bien chez eux, et nous ne pensons pas que simplement parce que quelqu'un a choisi l'expatriation, il cesse d'être congolais ou il cesse d'aimer le Congo. Nous en appelons simplement à ce que tous fassent preuve de beaucoup de responsabilité. Nous sommes ouverts au débat, au dialogue. Refuser le dialogue, refuser le débat, c'est avoir une attitude adémocratique pour ne pas dire non démocratique. On ne peut pas dire qu'on combat la dictature qui n'existe pas, alors que soi-même on utilise des pratiques qui sont des pratiques dictatoriales, qui estiment que tant qu'on ne pense pas comme soi, on n'a même pas droit à la parole. On ne comprend pas très bien quoi on est en train de faire. Pour terminer sur cette question, je voudrais vous dire que les concertations nationales récemment ont abordé toutes ces questions. Elles ont fait des recommandations
Et à plusieurs reprises, le chef de l'État a dit que les recommandations qui ont été faites seront mises en œuvre. Et il vous souviendra que le chef de l'État, dans son discours à la clôture de ces travaux, a même dit qu'en attendant que tout ce qui est préconisé puisse être fait, il demande qu'on commence à examiner comment accorder certaines facilités aux gens de la diaspora, etc. Maintenant, il reste au gouvernement d'examiner et de voir ce qui peut être fait pour faciliter les choses. Je voudrais profiter de votre micro pour lancer un message et pour rassurer les membres de la diaspora congolaise. Il n'y a de richesse que d'hommes. La première richesse de tout pays, ce sont ses ressources humaines. Ce sont ces hommes, ce sont ces femmes. Le gouvernement de la République démocratique du Congo ne peut pas sacrifier une partie des hommes et des femmes congolais. Nous demandons simplement qu'ils fassent preuve de bonne disposition, qu'ils acceptent que nous puissions avoir l'occasion d'échanger, de discuter, parce que c'est ensemble que nous construirons le pays. La situation actuelle où ils campent sur des positions de refus catégoriques, où ils ne veulent aucun dialogue, ne sert pas les intérêts de la République démocratique du Congo. Et je crois qu'un des problèmes que nous ne pouvons pas occulter, c'est que malheureusement, une partie de notre diaspora, au nom de, ou sous le prétexte de vouloir défendre, c'est pas moi quelles idées politiques, fait sans le vouloir, peut-être même sans le savoir, le jeu de ceux qui n'ont pas à cœur les intérêts de la République démocratique du Congo. De ceux qui souhaiteraient que la République démocratique du Congo soit un champ d'expérimentation permanent, où il n'y a pas la moindre stabilité, où on passe de crise en crise. Je ne suis pas convaincu que ça fait avancer notre pays. Et le fait que l'ordre soit en train de revenir, que l'économie soit en train de reprendre, il n'y a personne au Congo qui prétend que tout est parfait. Je serai le dernier à le dire. Mais je pense qu'il faut quand même avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il y a des choses qui se font et on ne peut construire que dans la vérité. Ils disent que ceci ne marche pas. On dit oui, c'est vrai, ceci ne marche pas. Et voici pourquoi telle difficulté. Et s'ils ont des idées à donner, on peut contourner ça comme ça. Ok, ensemble, on voit comment on le fait. Mais quand même c'est le jour, vous prétendez que c'est la nuit. Comment c'est? La question, c'est pour arriver à quel résultat? Ça, c'est vraiment la politique de la terre brûlée. Et ça, on ne peut pas dire que c'est pour servir les intérêts de la République démocratique du Congo. Ça sert d'autres intérêts. Je ne dis pas que c'est ce qu'ils veulent, mais je dis, ce n'est pas une question de ce qu'on veut. Les conséquences restent les mêmes. Donc, c'est pour cela que face à ce genre de situations, il faut, à mon avis, toujours garder la tête froide. Nous avons opté pour la démocratie. C'est normal que nous ne voyons pas toujours les choses de la même manière. Mais cela implique, si nous voulons construire, que de part et d'autre, on reste ouvert au dialogue, et qu'on s'écoute, et qu'on débatte, et qu'on voit dans quelle mesure on peut éventuellement arriver à dégager un consensus qui permette d'avancer. Monsieur le ministre, je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons eu son Excellence, Monsieur Raymond Tshibanda, qui est le ministre des Affaires étrangères. Nous restons sur notre soif, puisqu'on aimerait vous avoir ici toute la journée, mais malheureusement, on ne peut pas le faire puisque vous êtes buté par le temps, puisqu'on nous fait signe. Juste un petit mot sur l'incident qui s'est passé à Washington, sur l'agression, on peut dire, d'un compatriote, puisque ces dossiers ils concernent aussi les affaires étrangères. Le département d'État a été saisi pour cela. Et aussi, il y a des journalistes qui sont obstrués de faire leur travail. Et quelle est votre réaction? Juste en un mot, puisque on est vraiment habité par le temps, puisque c'est quand même un dossier très important qui s'est fait parler dans la diaspora. Bon, vous savez, les voies de fait ne peuvent pas être encouragées. S'il y a eu voie de fait, je le déplore. Mais je pense que
on doit avoir des positions de principe sur ce type de questions. Je suis un tout petit peu surpris d'entendre que dans la diaspora, cela fait problème. Regardons YouTube. Regardons tous les médias sociaux. Revisitons les interviews des membres de la diaspora. Ne vous souvenez pas qu'ils chantaient les gloires de ceux qui ont reçu le président du Sénat, qui ont utilisé la violence sur le directeur cabinet du chef de l'État, mais ils s'en vantent matin, midi et soir. Je n'approuve pas cela. Et je pense que on doit sortir de là. Mais il faut éviter que il faut pas non plus priver aux gens. Il ne faut pas non plus priver aux gens le droit à l'autodéfense. Si vous agressez et puis vous vous plaignez, il faut savoir ce que l'on veut. Que je sache, ce n'est pas... on a assisté à combien de cas avant? Et puisque vous en parlez, puisque nous sommes dans ce pays, puisque vous vivez ici, vous vous souvenez quand même que celui qui avait jeté une chaussure, il y a eu un procès, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui. Et donc, il n'a pas sécurité... été agressé. Pardon? Il n'a pas été agressé. Donc, qu'est-ce que vous appelez agresser? Regardez la télévision, ouvrez la télévision. Vous savez... Les confrères ont perdu 7 dents. Non, mais écoutez, j'ai dit que je déplorais. D'abord, si c'est vrai, je déplore. Non, si c'est vrai, je déplore. Mais... je dis ceci, ouvrez votre télévision. Là où je dis nous devons garder le sens des proportions. Ouvrez la télévision. Moi, je regardais encore hier. Ici, quand un policier réagit face à une situation de manière qui n'est pas très appropriée, on dit qu'il s'agit d'une bavure policière. Mais, en même temps, on explique pourquoi cela a pu avoir lieu. Parce que le comportement de l'autre, parce que ceci et cela, il fallait... On voit ça. Je le suivais encore hier ici. Pour un cas dramatique qui a conduit à la mort. Mm-hmm. Quand quelque chose arrive concernant chez nous, automatiquement, on met en cause toute la hiérarchie politique jusqu'au sommet. Et vous pensez que c'est normal comme approche? Et ça répond à quelle lecture? À quel principe? Non, moi je pense que la triste leçon à tirer de ce qui s'est passé, c'est que ce n'est pas comme ça que nous devons nous comporter. Et tous, à commencer par, y compris les membres de la diaspora. Donc, voilà ce que je peux dire sur cette question. Et tout à l'heure, moi, l'appel que j'ai lancé, c'était un appel à un comportement fraternel, dans le respect des uns et des autres, à un dialogue permanent, dans le respect de notre diversité, de nos différences, pour peu que nous soyons Congolais, de nationalité ou de cœur, c'est ensemble, c'est uni que nous construirons le Congo. Ce n'est pas dans des déchirements, des tiraillements indéfinis. Vous savez, quand on regarde l'histoire de notre pays, on se demande si nous tirons de leçons. Nous avons eu une des conférences nationales les plus longues et je dirais les plus extrémistes dans ses prises de position. Dieu seul sait si ça a permis de faire avancer la situation au pays.
Cela a débouché sur la transition la plus longue. Et il a fallu une guerre pour finalement que nous arrivions à la démocratie. Alors il faut vraiment qu'on commence à avoir un peu les pieds sur terre. Qu'on regarde un peu comment les autres ailleurs, qui ne sont pas tous fous, en dépit de leurs divergences, comment ils s'organisent pour faire avancer leur pays. Vous avez tout à l'heure fait allusion aux journalistes. Je n'ai pas voulu revenir dessus parce que si dans un cas c'était très concret, vous parlez des journalistes qui ont marché travailler, alors que moi j'aurais été curieux de vous entendre me citer. Sur le continent africain, combien de pays vous connaissez où il y a une telle, je dirais, liberté de presse, liberté de ton? Combien vous en connaissez-vous? Combien? Vous parlez à partir d'ici peut-être bien, mais il y en a beaucoup qui le font à partir de Kinshasa. Les chaînes de télévision sont là, les chaînes de radio sont là. Ouvrez simplement. On ne se pose même pas la question de savoir pourquoi parfois ce discours n'accroche pas dans les milieux que l'on considère comme des appuis naturels, notamment les milieux occidentaux, les ambassades, parce que finalement ça devient un peu la référence. Pourquoi ça n'accroche pas? Parce qu'ils vivent la réalité, ils sont là. Vous savez, il y a des membres de gouvernement étrangers qui arrivent, ils ouvrent la télévision dans leur chambre d'hôtel, ils regardent, ils disent mais c'est pas ce qu'on nous dit. Ça c'est une télévision congolaise. On dit ça, ce genre de choses sur le président, sur le gouvernement. Et le lendemain, ils revoient ces gens-là continuer à parler. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que tout n'est pas parfait chez nous. Que je sache, il n'y a aucune place au monde où tout est parfait. Et la démocratie, c'est un exercice permanent, c'est une quête permanente. Il faut y travailler, il faut essayer de parfaire. Même dans ce pays-ci, elle s'approfondit tous les jours. Mais quand vous versez dans la caricature, vous n'aidez pas la cause que vous prétendez défendre. Malheureusement, chez nous, nous sommes installés dans la caricature. Donc, il peut arriver que, dernièrement, il y a un éditeur connu à Kinshasa, qui a des problèmes avec la justice. J'assiste à un amalgame, on commence à dire le gouvernement, alors que ça n'a absolument rien à voir avec le gouvernement. Mais pourtant, tout le monde sait ce qui s'est passé. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Il a écrit des choses contre une personne privée qui s'est sentie blessée, qui a porté plainte. Et la procédure est en cours. Ça concerne le gouvernement ou quoi? Ce n'est pas une autorité publique, ce n'est pas un membre du gouvernement avec qui il est en conflit. Alors il faut que ce n'est pas parce qu'on est journaliste que finalement on n'a plus aucun devoir. Ce n'est pas parce qu'on est opposant que bon, tout est permis. Tous les citoyens ont des droits, mais ils ont aussi des obligations. Tout à fait. Et la première, c'est de respecter les lois de la République. Tout à fait. Alors voilà, merci beaucoup Monsieur le ministre pour tout votre temps et surtout le plaisir était le nôtre de vous recevoir dans cette émission pour la première fois. Mais je pense que ça ne sera pas la dernière fois puisque vous êtes tout le temps ici et ouvrez votre porte. Comme vous avez vu, ma porte n'est jamais fermée. Il suffit de frapper et elle s'ouvre. Il n'y a absolument aucun problème. Merci, Excellence. Et cela est vrai pour tout le monde. Pour les membres de la diaspora, pour les membres de l'opposition, ma porte à moi, vous frappez, elle va s'ouvrir. Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Malheureusement, notre émission touche déjà à sa fin, mais nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, même heure, même chaîne. Au revoir. Soto utabaza Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. C'est quoi yo kanatikeli iyo papa.